Je vais vous parler de ce qui se cache derrière les mots sepsis et choc septique. Le sepsis, ça vient de sépo. Dans l'Antiquité, les Grecs qui désignaient par sépo quelque chose qui pourrissait, c'est-à-dire la gangrène. À l'époque, on ne connaissait pas la cause de cette maladie mystérieuse, et puis c'est seulement après qu'on a découvert ce qu'on appelait à l'époque les miasmes, les animalcules, les microbes, les bactéries, les virus, etc. Et on s'est rendu compte que ces agents pathogènes étaient responsables des infections. Et on s'est rendu compte aussi que certaines infections étaient graves, c'est-à-dire qu'elles pouvaient entraîner des dysfonctions d'organes, elles pouvaient entraîner la mort des patients, et d'autres étaient bénignes. Et dans les années 1980, il y avait de très nombreuses définitions, de très nombreuses expressions pour caractériser ce qu'était une infection grave. Les chercheurs, les soignants, personne ne se comprenait. Et on avait du mal à préciser des choses simples comme qu'est-ce que c'est que l'incidence d'une infection grave, qu'est-ce que c'est que le pronostic d'une infection grave. Et c'est pour ces raisons que dans les années 90, deux sociétés savantes américaines ont réuni 35 spécialistes des infections pour définir de manière consensuelle ce qu'étaient des infections graves. Alors, à partir des connaissances physiopathologiques de l'époque, ils ont tiré deux conclusions. La première, c'est que lorsqu'il y a une infection, c'est pas possible de guérir sans qu'il y ait une réaction inflammatoire locale pour détruire l'agresseur, pour détruire les bactéries. Et la deuxième, c'est que plus que l'agression directe par les bactéries, c'est bien plus souvent l'ampleur de la réaction inflammatoire qui est délétère pour le patient, et que lorsque celle-ci est trop importante, ça risque de tuer le patient. Et c'est sur ces bases physiopathologiques qu'ils ont défini 3 niveaux de gravité au-dessus de la simple infection bénigne, sous forme de syndrome plus que des maladies. Et le premier niveau de gravité, ils l'ont appelé sepsis, ils ont retenu le sepsis, et c'était défini comme une infection qui donnait une réaction inflammatoire généralisée du corps, très importante, exagérée. Ils l'ont appelé syndrome de réaction inflammatoire systémique, le SRIS. Deuxième niveau de gravité, le sepsis grave. Le sepsis, c'est une infection grave. Le sepsis grave, c'est une infection doublement grave. Pourquoi ? Parce que c'est un sepsis dont la réaction inflammatoire est telle qu'elle entraîne une ou plusieurs dysfonctions d'organes, un peu comme des dégâts collatéraux dans une guerre. Troisième niveau de gravité, le plus élevé, avec le plus de risque de mortalité, le choc septique, qui était défini par un sepsis, qui entraîne une dysfonction circulatoire profonde, résistant au remplissage vasculaire. Donc 3 niveaux de gravité à l'époque. Alors des définitions, c'est bien, mais pour soigner les patients au quotidien, il faut faire des diagnostics. Et pour faire des diagnostics, il faut des critères cliniques faciles à mesurer au lit du malade pour pouvoir soigner. Et donc, les experts à l'époque ont proposé différents critères pour établir des diagnostics qui correspondaient aux définitions. Et pour le SRIS, ils ont proposé que le SRIS soit défini par au moins, diagnostiqué par au moins 2 critères parmi les 4 suivants: l'hyperthermie, la tachycardie, la polypnée et l'élévation des globules blancs. C'était des critères précis, simples à mesurer, assez pragmatiques. Pour diagnostiquer une dysfonction d'organe, ils proposaient au moins un critère parmi énormément de critères de dysfonction, mais assez évasifs et plutôt subjectifs, pas très précis en tout cas à l'époque. Et pour faire le diagnostic de choc septique, ils proposaient une hypotension artérielle nécessitant la mise en route de catécholamine par voie intraveineuse, associé à des signes d'hypoperfusion qui n'étaient pas très bien définis à l'époque, c'était pas du tout précis ni objectif. Et tout cela, malgré un remplissage vasculaire dit adéquat, mais personne n'était d'accord pour préciser exactement ce que c'était un remplissage vasculaire adéquat. Dans les années 2000, il y a une deuxième conférence de consensus, mais qui n'a pas changé radicalement en profondeur les premières définitions et les premiers critères établis dans les années 90, ce qui fait que pendant 25 ans environ, on a utilisé ces critères pour le soin et la recherche. Alors ça a été utile, et entre autres ça a été utile pour se rendre compte que le sepsis était à peu près aussi fréquent que l'infarctus du myocarde en France, que le sepsis, ça tuait à peu près 25 à 30% des patients à l'hôpital,
et que les patients qui avaient la chance de survivre avaient une surmortalité dans l'année qui suivait l'épisode aigu et avaient des séquelles à long terme qu'il faut aller jusqu'à 8 ans après. Donc ce SRIS, ça a été utile. Mais le SRIS nous a posait des problèmes sérieux dans la définition du sepsis, et principalement 2 problèmes, je vais vous en parler. Le premier problème, c'est que si un sepsis, c'est une infection avec un SRIS, et qu'un sepsis, c'est une infection grave, alors pourquoi avoir un SRIS, c'est pas si grave? Je m'explique. Quand on court, on a tous un SRIS. Tachycardie, polypnée, 2 critères, on a un SRIS. Et en plus, on peut peut-être avoir de la fièvre, peut-être des blancs élevés, mais on ne fait pas de prise de sang à chaque fois qu'on court. Et c'est pas parce qu'on court qu'on risque de mourir à chaque foulée et qu'on risque d'avoir des dysfonctions d'organes. Donc avoir un SRIS en soi, c'est pas très grave. Ça pose un problème, ça, dans la définition. Et puis ça se voit au niveau des malades. Au niveau des malades, il y a 80% des patients qui sont hospitalisés qui développent un SRIS au cours de leur hospitalisation. Mais le taux de mortalité, il n'est pas si élevé que ça. Et en plus, les patients, plus de la moitié des patients développent leur SRIS après les 24 premières heures, c'est-à-dire dans la phase où ils sont en train de guérir. Donc est-ce que c'est vraiment lié à la gravité? Oui, quand même. Un patient qui arrive à l'hôpital sans SRIS a 0,5% de risque de décéder, et puis un patient qui arrive avec un SRIS a environ 3% de risque de décéder. Mais est-ce que passer de 0,5 à 3%, c'est légitime de mettre en œuvre une surveillance particulière, d'hospitaliser le patient dans des unités de soins particulières comme la surveillance continue ou la réanimation? Peut-être pas, c'est pas énorme quand même, 3% de risque pour les patients hospitalisés. Deuxième problème plus grave cette fois, c'est que un patient sur 10 qui a une infection avec une ou plusieurs défaillances d'organes n'a pas les critères de SRIS. Alors comment on appelle ça? On appelle ça une simple infection, une infection bénigne. C'est un patient qui a des dysfonctions d'organes. Ou est-ce qu'on s'autorise à appeler ça un sepsis grave alors qu'il n'y a pas de SRIS? C'est embêtant ça. Alors, il y a plusieurs raisons pour avoir des dysfonctions sans réaction inflammatoire, sans SRIS. La première, c'est que les bactéries, elles peuvent agresser directement les organes et entraîner des dysfonctions sans la réaction inflammatoire exagérée. C'est des dysfonctions primitives. Et la deuxième raison, c'est que la réponse de l'hôte à une infection, c'est pas juste une réaction inflammatoire. Il y a aussi une réaction anti-inflammatoire qui peut couvrir et masquer les signes de SRIS. Et puis, il y a une réaction qui est non immunogène, qui peut en soi entraîner des dysfonctions d'organes. Et c'est pour toutes ces raisons-là que les sociétés européennes et américaines de réanimation ont organisé une 3e conférence de consensus sur le sujet, dont les résultats ont été publiés il y a moins d'1 an maintenant, et ont été validés par une 30aine de sociétés savantes. Alors, quelles sont les conclusions de cette conférence de consensus? Première conclusion, on abandonne le SRIS dans la définition du sepsis. Deuxième conclusion, on abandonne la notion de sepsis grave. Il n'y a plus que 2 niveaux de gravité au-dessus de la simple infection bénigne, le sepsis et le choc septique. Pourquoi? Parce que, par la nouvelle définition, un sepsis, c'est grave. Donc 2 niveaux de gravité, et le sepsis est maintenant défini comme une infection qui entraîne une réaction disproportionnée, dérégulée de l'hôte. Bon, c'est pas très précis, mais et cette réaction dérégulée exagérée va entraîner des dysfonctions, une ou plusieurs dysfonctions d'organes. Le choc septique est maintenant défini comme un sepsis dont la réaction disproportionnée va entraîner des dysfonctions circulatoires et métaboliques profondes malgré un remplissage vasculaire. Donc là, ils ont introduit la notion non seulement de dysfonction circulatoire, mais aussi de dysfonction métabolique intracellulaire. Alors comme les définitions, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne suffit pas pour soigner, il faut faire des diagnostics, et pour faire des diagnostics, il faut des critères qu'on peut mesurer en pratique clinique, mais ils ont proposé des critères diagnostiques au sepsis et au choc septique. Quels sont ces critères qu'on pourrait utiliser en pratique courante? Quels sont ces critères qui sont proposés? Donc à partir du moment où on a fait le diagnostic d'infection, et cette conférence de consensus ne revient pas sur les critères et la définition d'une infection, à partir du moment où on a fait le diagnostic d'infection, les experts admettent qu'on n'a pas de critères disponibles aujourd'hui
pour mesurer l'ampleur de la réaction de l'hôte. Donc on n'a pas de critères pour dire l'ampleur, enfin la réaction de l'hôte est exagérée. Par contre, on a des critères pour définir, pour faire le diagnostic de dysfonction d'organes. Et le critère qui a été proposé, c'est le score SOFA, qui est un score bien connu des réanimateurs, qui est un score de dysfonction d'organes. Ce score, il fonctionne comment? Eh bien, il permet d'évaluer à peu près 6 dysfonctions différentes, respiratoires, dysfonction de l'hémostase, hépatique, hémodynamique, neurologique et rénale. Et pour chaque dysfonction, on attribue un score de 0 à 4. 0, pas de dysfonction du tout. 4, dysfonction maximale, défaillance. Et ça donne un score qui va de 0 à 24. Et 24, c'est les patients les plus graves. Et les experts ont proposé qu'à partir du moment où un patient, en plus d'une infection, a un score SOFA supérieur ou égal à 2 points, eh bien, à ce moment-là, le patient rentre dans la définition du sepsis et normalement, ça devrait permettre d'identifier des patients qui ont un risque de mortalité supérieur à 10%. Donc là, c'est plus 3%, c'est 10%, donc c'est quand même plus conséquent. Maintenant, pour faire le diagnostic de choc septique, il propose, en plus des critères diagnostic de sepsis, d'utiliser 2 critères supplémentaires, une hypotension nécessitant la mise en route de catécholamine par voie intraveineuse et une lactatémie augmentée supérieure à 2 millimoles par litre, le tout résistant à un remplissage vasculaire dit adéquat. Et là encore, personne n'est d'accord pour dire ce que c'est qu'un remplissage vasculaire adéquat. Donc il faut au moins remplir une fois. Et en utilisant ces critères, on fait le diagnostic de choc septique et ça devrait permettre de sélectionner, d'identifier des patients dont le taux de mortalité devrait être supérieur à 40%. Donc vraiment un niveau de gravité supplémentaire. Alors c'est ce qui est proposé. Et tous ces critères ont été créés à partir de cohortes de patients qui étaient à plus de 99% américains. Donc il faut que ce soit validé par d'autres cohortes ailleurs. C'est pas parce que ça marche aux États-Unis que ça marche ailleurs. Et ça a l'air de marcher, ça a l'air de permettre effectivement de stratifier les patients selon leur risque de décès, d'infection. Et dans cette étude brésilienne, ils ont bien démontré chez les patients de réanimation qu'en utilisant ces nouveaux critères, ils arrivaient bien à identifier 3 syndromes différents, 3 pronostics différents. Les patients qui avaient une infection sans sepsis avaient un taux de mortalité autour de 7%, avec un sepsis 25%, et avec un choc septique 46%. Donc ça, c'est une bonne validation externe de ces critères de la définition. Alors on pourrait s'arrêter là, mais les experts se sont dit, oui, mais le score SOFA, c'est compliqué à mesurer parce qu'il faut faire des prélèvements sanguins. Et si on veut faire si on veut rechercher un sepsis toutes les 5 minutes, toutes les demi-heures, on ne va pas faire des prélèvements sanguins toutes les demi-heures, toutes les 5 minutes. Et en plus, le score SOFA, c'est un score qui est bien connu des réanimateurs, mais qui n'est pas tellement connu dans les services traditionnels ou dans les services d'urgence. Donc ils ont voulu proposer un autre score, une sorte de score de défaillance simplifié, qu'ils ont appelé Quick SOFA ou SOFA rapide ou Mini SOFA. Mais attention, c'est pas un score qui est fait pour faire le diagnostic de sepsis. C'est un score qui a été créé pour dépister les patients à risque d'avoir un sepsis. Donc l'idée, c'est qu'on va mesurer ça souvent, et si c'est élevé, à ce moment-là, on va peut-être faire une prise de sang pour vraiment faire le diagnostic de sepsis, si c'est nécessaire. Et ce score est bien simplifié, parce qu'on passe de 6 défaillances évaluées par le SOFA à 3 ici, hypotension, polypnée et confusion mentale. Et puis le score SOFA, c'était sur 24 points, là il n'y a plus que 3 points. Et l'idée, c'est que si il y a 2 points ou plus, eh bien, le patient est à risque de faire un sepsis. En conclusion, le sepsis maintenant se définit par une infection qui entraîne une réaction dérégulée qui va provoquer des dysfonctions d'organes. Donc une infection plus une ou plusieurs dysfonctions. Et pour faire le diagnostic de dysfonction, on peut utiliser un score SOFA supérieur ou égal à 2 points. Le choc septique est défini par un sepsis qui va entraîner des dysfonctions circulatoires et métaboliques profondes malgré un remplissage vasculaire. Et pour faire le diagnostic de dysfonction circulatoire et métabolique profonde, on peut utiliser l'hypotension nécessitant
la mise en route de catécholamine par voie intraveineuse et l'hyperlactatémie supérieure à 2 millimoles par litre. Enfin, c'est très bien, c'est des bonnes avancées, ça me semble bien, ça a l'air valide, mais il y a encore des validations externes à faire, mais il y a encore beaucoup de travail, de nombreuses questions en suspens. En particulier, il n'y a pas d'études qui a validé ça en Europe. Donc est-ce que ça marche en Europe? Bon, on peut imaginer que oui, mais bon, c'est pas encore démontré. Chez les enfants? Ensuite, est-ce qu'il y a un rôle, un vrai rôle? Est-ce que le Quick-SOFA c'est intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle encore pour le SRIS? Est-ce que ça ne peut pas permettre de dépister aussi ces patients sans le définir? Quel est votre rôle là-dedans? Est-ce que les IDE doivent s'emparer de ça et puis regarder le Quick-SOFA, regarder les critères, les nouveaux critères de définition du sepsis? Et puis c'est quoi une réaction dérégulée? Qu'est-ce que c'est qu'un remplissage vasculaire adéquat? C'est autant de questions auxquelles il faudra répondre. Et j'espère que je pourrai y répondre la prochaine fois que je ferai une présentation après la prochaine conférence de consensus. Je vous remercie.